Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Ce soir, c'est de football dont nous allons parler puisque ce week-end avait lieu la 30e et dernière journée de la phase 1 du championnat. L'Union et Anderlecht joueront bien les Champions Playoffs alors que le RWDM jouera les Play-Down. Alors quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cette première phase du championnat? La dynamique du moment est-elle plutôt favorable à l'Union ou au Sporting? Le RWDM peut-il encore éviter la descente? Ce sont quelques-unes des questions dont nous allons débattre ce soir. Voilà, et autour de moi, deux spécialistes du foot. Il faut bien ça pour me seconder ou me devancer. Guillaume Ratz du groupe Rossel, bonsoir. Bonsoir. Ça veut dire que vous écrivez notamment dans Le Soir et dans La Capitale, où vous suivez évidemment le football. Et Gilles Joanneau, vous travaillez pour la rédaction de BX1. On peut vous entendre parfois le matin dans notre matinale et évidemment voir vos reportages dans notre émission des sports. Comme chaque jour, avant de vous donner la parole, une petite plongée dans nos archives. Nous remontons au 29 août, c'était au début de la saison. C'était la 5e journée et on demandait ce jour-là à Guillaume Gauthier du VIF et à Jean-Michel Dewaal de l'ULB de nous définir ce qu'est un club bruxellois. Chacun des trois clubs se rattache un peu à Bruxelles à sa manière. Je crois que le RWDM est très identifié au vieux Bruxelles, je veux dire. C'est des supporters qui sont là depuis très longtemps, qui ont soutenu le club dans les divisions inférieures. Là où l'Union, on a plutôt, on va dire, les nouveaux Bruxellois. C'est un public très éclectique, qui parle beaucoup de langues. Et Anderlecht, le plus grand rattachement, sans doute, c'est son école de jeunes qui fait que c'est vendu comme un club bruxellois, alors qu'il y a beaucoup de jeunes qui en sortent. C'est un des bons coups de communication, je pense, de l'Union, d'avoir occupé la place de « c'est nous Bruxelles », d'avoir mis des drapeaux bruxellois, etc. Là où Anderlecht ne se vivait pas tellement comme un club bruxellois, parce que se vivait comme un grand club européen, et donc a moins joué l'identité européenne, l'identité bruxelloise, ce que le RWDM va évidemment faire aussi. Voilà, émission de la fin août. Et on va préciser que Guillaume Gauthier, dans cette émission, avait estimé qu'il serait logique que l'Union et Anderlecht disputent les playoffs en fin de saison. On peut dire 6 mois plus tard qu'il ne s'était pas trompé. Alors je me tourne vers un autre Guillaume Ratz pour Le Soir et Sudinfo. Anderlecht, l'Union dans le haut du tableau, c'est finalement sportivement logique par rapport à tout ce que vous avez pu suivre comme match cette saison ? On ne s'attendait sans doute pas à ce que les deux clubs bruxellois soient aux 2 premières places et aient fait un petit trou avec l'Antwerp qui est champion en titre et avec Bruges qui semble être le favori pour cette saison. Mais voilà, ils ont fait des résultats tous les deux assez fantastiques. L'Union en changeant de nouveau pratiquement une moitié d'équipe de 11 de base et pourtant les résultats n'ont pas diminué. Et Anderlecht qui sortait d'une saison historiquement catastrophique, qui a pu se relancer en investissant pas mal l'été dernier, et un mercato qui a très bien fonctionné pour être là à la 2e place. Plutôt bien passé. Est-ce qu'ils ont l'effectif, l'un et l'autre, pour aborder sereinement cette 2e phase, les playoffs? Ou est-ce que on est déjà avec des effectifs qui sont un petit peu émoussés? Du côté d'Anderlecht, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Ils n'ont pas eu la Coupe d'Europe. Il n'y a eu que la Coupe de Belgique. C'est quand même très peu de matchs finalement. Donc là, ils sont même, ça fait 5-6 semaines qu'ils se préparent d'ailleurs. Ils récupèrent des joueurs. Ils ont récupéré Delaney notamment dans l'entrejeu. Ils vont récupérer Amouzou, Hachimérou pour le début des playoffs. Donc là, on a vraiment géré, on a profité des dernières semaines pour être prêt pour la fin du mois de mars. À l'Union, Blessing, il a fait une tournante un peu de manière assez régulière avec la Coupe d'Europe, le championnat, la Coupe, ce qui permet d'avoir tout le monde concerné et tout le monde avec du rythme de match. Donc je crois que les deux sont prêts pour attaquer ces playoffs. Ouais, je pose la même question à Gilles Joanneau. On a vu que l'Union a concédé un match nul quand même ce week-end et puis il y a eu le faux pas contre Fenerbahçe. La saison commence à être longue ou, comme le dit Guillaume Ratz, l'effectif a été géré intelligemment, on a encore de la ressource? Je pense que les objectifs sont vraiment différents parce que pour l'Union, effectivement, il a fallu composer avec un calendrier qui était démentiel, comme l'a dit Guillaume. Pour Anderlecht, ce n'était pas du tout le cas. Anderlecht, maintenant, ils ont un gros effectif et ce qu'ils vont devoir gérer, c'est la concurrence, surtout dans le cœur du jeu. Guillaume l'a dit, il y a Delaney qui revient dans le groupe. Et donc il y aura Léonie aussi qui, quand il monte, est extrêmement fort, mais c'est le premier qui saute, alors que parfois c'est pas toujours mérité. Tandis que du côté de l'Union, il y a vraiment un groupe collectif et on sent que tout le monde peut vraiment apporter sa pierre à l'édifice. Oui, alors je vous propose qu'on voit peut-être un tableau, c'est
tableau de la fin de cette première phase avec le classement donc, actuel. On a l'Union Saint-Gilloise avec 35 points, puis Anderlecht à 3 longueurs, puis l'Antwerp, le club de Bruges, le Cercle de Bruges et Genk. Quand il y a un petit astérix à côté du tableau, ça veut dire qu'on a bénéficié de l'arrondi supérieur. C'est-à-dire qu'en cas d'égalité, finalement, on sera perdant. Hein. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le Cercle et Genk à 24 points, avec donc 11 points de retard sur l'Union. On peut dire qu'ils ne pourront plus revenir ou je vais beaucoup trop vite, Guillaume Ratz, en disant ça? Non, moi je pense que même on peut pratiquement inclure l'Antwerp et Genk. Je crois qu'ils partent de trop loin par rapport à l'Union pour aller viser le titre. Je crois vraiment qu'on s'oriente vers un beau duel bruxellois. Ouais. Je crois, à moins qu'une équipe arrive vraiment à faire une remontée. Mais il y a une grosse densité dans ce top 6, ça va être compliqué d'enchaîner les victoires. Ouais. Donc, et puis c'est 5 matchs, hein, donc rattraper 3 points en 5 matchs, ça c'est possible. C'est en 10 matchs parce que c'est en aller-retour. Mais par contre, c'est surtout qu'il faut que deux équipes s'écroulent. Et c'est jamais arrivé à ce niveau-là. Je pense qu'effectivement, on se dirige clairement vers un mano à mano bruxellois. Ouais. Les deux clubs, ça veut dire les deux premières places, c'est aussi la possibilité d'accéder à la Ligue des Champions. Ça veut dire que financièrement, c'est important de garder la deuxième place si on n'a pas la première. Je pense notamment à Anderlecht. Oui, financièrement, c'est sûr que le manque à gagner est clairement différent entre la Champions League et l'Europa League. Cette saison, l'Antwerp, ils sont réussi à parvenir via les tours qualificatifs, en fait. Donc, c'est pas impossible non plus, mais c'est sûr que le premier part avec une longueur d'avance financièrement. C'est au moins 20 millions d'euros qui rentrent dans les caisses. Ouais. Donc, ça change tout. Alors, je vous torture un petit peu. Si je vous demande un pronostic, c'est l'Union ou c'est le Sporting qui est champion? Qui a la meilleure dynamique pour l'instant? Ou le plus de réserves? Les arguments pour l'un, les arguments de l'autre. Jusqu'à samedi soir, et c'est Anderlecht Courtrai qui en a surpris plus d'un. Ouais. Là, il y a un faux pas d'Anderlecht. Ouais. Assez incroyable et incompréhensible. Ils sont passés à côté, le coach est passé à côté en tentant trop d'expérimentation et ça coûte cher parce que finalement on parle de 3 points d'écart mais c'est 4 avec cette fameuse astérisque et l'arrondi. Et ça pourrait vraiment faire la différence. Donc c'est vraiment difficile de donner un favori dans cette course. Ouais. Est-ce que les derbies, ou donc le match où ils vont jouer l'un contre l'autre, ce sera ça qui sera décisif? Certainement, parce qu'il y a 6 points à jouer l'un contre l'autre, donc c'est énorme dans une course au titre. Et puis, de ce point de vue-là, je dirais que l'Union a clairement un ascendant, parce que collectivement, ils ont été vraiment meilleurs dans ces deux rencontres. Certes, Anderlecht a stoppé l'hémorragie, ils sont parvenus à faire 2-2 après 8 défaites de suite, mais il y avait quand même un gouffre collectif entre les deux équipes qui s'est un petit peu résorbé sur ces 3-4 derniers mois, mais quand même, je pense qu'il y a une différence et que l'Union part favorite malgré tout. Oui. Alors, justement, on vient de parler de ce match contre Courtrai qui a battu le RSC Anderlecht. Courtrai qui était quand même la lanterne rouge avant ce match. On va écouter Brian Rimer, interrogé par nos confrères d'Eleven et l'entraîneur du Sporting. Il n'était pas ravi. Nous n'avons pas perdu contre Courtrai aujourd'hui, mais nous avons perdu contre nous-mêmes. On n'a jamais réussi à mettre le rythme qu'on voulait dans ce match. On n'a pas réussi à se créer assez d'occasions et on n'a pas marqué les goals qu'on aurait dû. Maintenant, ça va être différent. Ce n'est plus des outsiders face à des plus grosses équipes. Maintenant, toutes les équipes se valent, mais on sera prêts. Alors, on sera prêt, mais on a perdu contre nous-mêmes. Cette petite phrase, Guillaume Ratz, est-ce que ça illustre ce que Gilles Joanneau vient de dire à l'instant, c'est-à-dire que on a un vrai collectif à l'Union, on n'en a pas tout à fait un au Sporting? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a un vrai collectif et il y a eu un gros travail de la part de la direction sportive d'Anderlecht pendant le mercato. C'est bien balancé et je crois que l'écart entre les deux n'a jamais été aussi petit. Et même, je trouvais que voilà, le point qu'ils ont pris à ce dernier match de championnat, qui a été vécu comme une victoire par Anderlecht. Alors, autre temps, autre mœurs, parce qu'à l'époque, il y a 15 ou 20 ans, ça n'a pas été le cas. Mais ça peut créer un déclic et ça pourrait aussi faire une différence dans les deux confrontations en play-off. Ouais, vous êtes d'accord aussi pour dire que les deux matchs Anderlecht-Union ou Union-Anderlecht vont être les matchs principaux qui vont donner la clé? Ils auront forcément une importance capitale. Moi, je pense que vraiment les deux rendez-vous les plus importants pour les deux clubs, ça va être les deux premières journées.
Oui. Et c'est à ce moment-là que la dynamique va vraiment se lancer parce que ça, tous les acteurs le disent depuis plus de 10 ans. C'est plus le championnat, c'est les playoffs. Tout est différent, tout recommence. Et les 2 premiers matchs, ça vous lance ou ça vous met un vrai coup au moral. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, ce tableau des 6 qualifiés pour les champions de play-off? Il n'y a pas le Standard, par exemple. Il n'y a peut-être pas les clubs qu'on attendait. C'est qu'on a un petit peu changé d'époque avec ces champions de play-off ou pas? Je pense pas spécialement. Je pense qu'il y a toujours une surprise en général dans ces playoffs. Cette année, c'est le Cercle de Bruges qu'on n'attendait pas à ce niveau-là et on attendait certainement Gand. Le problème, c'est que Gand, ils se sont terriblement sabotés lors du dernier mercato, ce qui fait que ça a totalement changé. Mais globalement, je pense qu'à part le Cercle, on pouvait vraiment s'attendre aux 5 autres équipes dans cette Champions Playoff. Ouais, vous êtes d'accord avec ça, Guillaume? Les mêmes équipes, mais peut-être pas avec un écart aussi important. Non, peut-être pas avec un écart aussi important. En tout cas, pour Bruges et l'Antwerp, parce que forcément, ceux qui sont 5 ou 6e, il faut qu'il y ait un écart, hein, c'est mathématique. Mais non, effectivement, je crois qu'il y a 5 équipes qui sont là à leur place. Le Cercle qui va jouer un peu les troubles faits, mais qui a beaucoup de mal contre les grosses équipes. Ils sont à 3 sur 30 en phase régulière contre les autres. Donc, il faudra voir aussi comment eux abordent ce championnat-là. Et oui, Gand, c'est s'aborder en janvier. Ils ont décidé de prendre de l'argent et de mettre le sportif de côté. Ils le payent maintenant. Et le Standard, forcément... Voilà, le Standard est dans un nouveau cycle, ça va prendre du temps avant qu'il revienne. Ouais. Je voudrais quand même avoir un peu votre regard sur ce système des playoffs. On a eu un système à 4, maintenant on a un système à 6. C'est une bonne formule ou c'est une pas très bonne formule, Guillaume Rath? Moi, honnêtement, je suis convaincu de cette formule. Il y a une phase régulière. Tous vos confrères de la presse ne le sont pas. Hein. Je le sais. Parfois, on se bat contre les vents contraires. Mais moi, je l'apprécie beaucoup. Avec d'abord une phase régulière qui a son piment parce que la journée d'hier... elle était à suspense. Elle était à suspense et on sait qu'il ne faut pas rater son début de saison parce que si vous avez quelques points de retard sur le top 6, après vous grattez pour revenir. Maintenant, il y a cette question de la division des points par 2. Je suis un peu comme tout le monde. C'est vrai que ça veut dire que les 30 premiers matchs n'ont pas autant de valeur que les 10 suivants. Donc voilà, là peut-être qu'il y a quelque chose à aller un peu modifier. Mais sur le principe même de la compétition en 2 temps, moi je suis pour. Ouais, Gilles Joanneau, votre analyse? Je suis d'accord avec lui sur la compétition en 2 temps. Et contrairement à Guillaume, personnellement, moi j'adore cette division de points par 2. L'année passée, on a parlé de notre championnat un peu partout en Europe parce qu'il y avait 3 équipes qui pouvaient être championnes. Jamais ça se serait passé sans ce système-ci. Alors certes, il n'est pas juste. Ça, pour la justice sportive, l'équité sportive, c'est pas pour ça. Mais personnellement, moi, c'est pas pour ça que je regarde du foot. Je regarde du foot pour avoir des émotions. Et ce que je remarque, c'est que cette phase en 2 temps et cette division des points, elle nous en procure beaucoup. Alors, vous êtes tous les deux d'accord. A priori, on devrait garder les playoffs, en tout cas si on vous écoute. On a parlé de la tête du championnat. On va devoir parler de ce qui se passe à l'autre extrémité du championnat. On va s'intéresser au RWDM, battu sévèrement ce week-end 4-0 par le Cercle de Bruges. Et Bruno Irles, le nouvel entraîneur, qui reconnaissait à demi-mot qu'il n'avait pas trouvé la solution et que même l'envie de gagner semblait faire un petit peu défaut. Ça fait combien? Depuis mi-décembre qu'on n'a pas gagné. C'est dur pour mon équipe, c'est dur pour mes joueurs. Et malgré tout, à l'entraînement, ils ont envie d'aller chercher ce maintien. Ils savent que RWDM a galéré depuis plusieurs années pour revenir à ce niveau. Ils en sont conscients. On a l'impression que... parfois j'entends les supporters dire non, ils ne sont pas conscients. Je vous promets qu'ils en sont conscients et que là, on a entraînement dès mardi. Et dès mardi, on va être focus sur ces playdowns. Voilà, Bruno Irles, interview par nos confrères de Eleven, bien sûr. Gilles Joanneau, il manque un petit peu de gagne, de fighting spirit du côté de Molenbeek? Ouais, il manque de beaucoup de choses, honnêtement. Il manque de beaucoup de choses. Il parle de conscience, honnêtement, pour avoir vu le match dimanche. Ils sont conscients, mais pas conscients de grand-chose, honnêtement. Il y a depuis décembre, c'est abyssal le gouffre qu'ils sont en train de creuser, et ils creusent encore. Contre le Cercle de Bruges, ce week-end, c'était le vide absolu. Jamais on a cru un seul instant qu'ils pouvaient revenir. Même, ils sont menés 2-0 à la mi-temps, ils reviennent en seconde. Après 1 minute, ils encaissent le 3-0. Je veux dire, il n'y a aucun sentiment de révolte et tactiquement non plus. On sent que l'apport de Bruno Irles, il est
minime, pour pas dire nul, étant donné que pour le moment, je crois que c'est... Il fait pas mieux que Kabacha, quoi. Non, certainement pas. Il est là depuis 5 matchs. Alors certes, ils ont joué 3 équipes qui sont dans le top 6, mais ils ont joué surtout contre Courtrai et OHL. Et lors de ces 2 rencontres-là, je pense qu'on peut dire que le club et surtout les joueurs ont tellement déçu. Je pense que pour le moment, en tout cas, ils ont vraiment une bonne tête de descendants. Il n'y a pas d'autre mot pour évoquer la saison. Ouais, on va peut-être voir un autre tableau, qui est le tableau des résultats des play-down. Et avec le résultat de ce week-end, ces play-offs de relégation, comme on les appelle aussi, le RWDM se retrouve en dernière position. Précision, pour les play-down, on ne divise pas les points par 2. Donc ils ont 1 point de retard sur Courtrai. Et là, il n'y aura pas la technique de l'arrondi. Guillaume Ratz, une bonne tête de perdant, a dit Gilles Joanneau. De descendant. C'est un peu dur, mais il n'a pas tout à fait tort. C'est un peu dur, mais je crois que ça en prend vraiment le chemin. Ouais. Moi, j'ai pas vu le match d'hier, mais j'étais au derby contre Anderlecht le week-end d'avant. Et ils peuvent remercier Anderlecht d'avoir joué qu'une demi-heure, parce que sinon les chiffres auraient été beaucoup plus sévères. Je crois que le problème de cette équipe, et c'est le problème fondamental d'un club qui se retrouve dans une constellation d'autres clubs et des joueurs qui viennent d'un peu partout, il n'y a pas d'âme dans cette équipe. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au RWDM ? Est-ce que c'est la suite de la querelle Dailly-Spector ? Est-ce que c'est Spector qui finalement ne s'occupe pas réellement de ce club, qui n'est pas une priorité pour lui, qui le laisse un petit peu couler ? Non, je crois pas qu'il s'en occupe pas, mais il s'en occupe pas très bien, ça c'est clair. Et s'être séparé de Dailly, ça a été la première très mauvaise décision d'une saison. Alors derrière, il y a eu quelques bons résultats. Ils étaient même assez hauts dans le classement. On parlait même de play-off 1. Alors bon, c'était un petit peu ridicule, mais voilà, ils étaient 7-8e. Il y a eu un bon démarrage. Il y a eu un bon démarrage, et puis ça s'est tassé. Et on voit, ils sont venus avec des joueurs en janvier, mais on ne peut pas demander à des Brésiliens qui ne connaissent pas le championnat belge de débarquer en janvier et de faire des miracles. C'est pas possible. Ouais, John Textor et pas Spector. Gilles Joanneau, problème de management, problème au sein de l'équipe, problème d'effectif, on n'est pas au niveau ou c'est un problème d'encadrement ? Elle est assez paradoxale cette saison parce que, comme Guillaume le disait, à la 18e journée, ils sont 11e, ils sortent leur meilleur match contre Saint-Tron 3-0 à domicile, un vrai bon match avec un doublé de McTarrier. Et là on se dit, mais effectivement, ils ont tout en main pour se sauver. Et depuis cette 18e journée, c'est la dégringolade. Il y a eu le mercato en janvier, il y a eu le changement de coach, il y a eu tellement de choses. Effectivement, je pense que les problèmes sont vraiment globaux. Comme le disait Guillaume, on ne peut pas demander à des Brésiliens qui n'ont aucune expérience de la Belgique de pouvoir sauver un club qui est en grande difficulté. Je crois que c'est tout simplement une mission impossible et qui n'est pas faite pour ce groupe-ci. Ouais, on va revoir le tableau, si vous voulez bien. Ils sont derniers. Je rappelle la règle. Donc les 2 derniers sont descendants. Celui qui terminera 2e de ces playoffs de relégation jouera un match de barrage. Il n'y a que le premier qui va se sauver. Donc là, pour l'instant, celui qui se sauverait, c'est Charleroi. Est-ce que là, les écarts peuvent être remontés, Guillaume Ratz ? On voit qu'ils sont moins importants que dans le championnat de playoff. Ils sont moins importants, mais il y a moins de matchs. Il n'y a que 6 journées. Je crois que ça va sans doute sauver Charleroi d'avoir un petit matelas. C'est 5 et 6 points, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Qui peuvent un peu, eux, gérer. Et voilà, et entre les 3 autres, je crois que ça va être la bagarre pour essayer d'accrocher cette 2e place, synonyme d'un barrage de la dernière chance. Pierre Méguichat disait qu'il y croyait encore, à cette 2e place pour le RWDM. C'est du wishful thinking, il est un petit peu ouais, je crois que c'est la méthode Coué, un peu comme le coach du RWDM. Voilà, bon, ils sont qu'à 1 point, hein. Je veux dire, ils ne sont pas non plus au fond du trou, mais quand on voit où était Courtrai il y a 1 mois et demi, et maintenant, ils sont derrière Courtrai. Ouais, qu'est-ce qui va se passer au RWM ? Si c'est la descente, il faut s'attendre à quoi ? Le club va devenir quoi ? Est-ce que Textor va encore s'en occuper ? Est-ce que ça va devenir un élément tout à fait annexe de sa galaxie ? Je pense pas spécialement. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer. Il a une stratégie qui est effectivement d'utiliser le RWDM un petit peu comme faire valoir dans cette galaxie. S'ils descendent, eh bien, je pense qu'ils ne vont rien changer. Il y aura encore des Brésiliens qui vont venir par cargo et ils vont devoir créer un effectif un peu sur du bric-à-brac au lieu d'avoir une vraie division, une vraie vision sportive sur du long terme. Ouais. Même analyse. Oui, je crois. Je ne crois pas qu'ils souhaitent descendre, mais peut-être que dans leur formule, où effectivement on essaye de faire venir des joueurs pour découvrir l'Europe, ils seront peut-être mieux en Division 2 en fait.
Ouais. Comment est-ce que vous voyez la saison prochaine donc, a priori, on n'est pas du tout sûr que le RWVM reste en division 1A. Par contre, Anderlecht, l'Union Saint-Gilloise, ça fait quand même 3 saisons que l'Union Saint-Gilloise est dans le top, 3 saisons aussi que le titre leur échappe, alors peut-être que cette fois-ci ce sera la bonne. La suite, ce sont des clubs qui sont là pour durer et rester dominants dans l'élite pour plusieurs années encore ou pas ? Ou tout peut changer d'une saison à l'autre? Bon, les choses peuvent changer, mais ce qui est très bien tant à l'Union qu'à Anderlecht, c'est que maintenant il y a une structure, il y a une gestion, il y a une vision. On sait où on va, on sait ce qu'on fait. Et l'Union, c'est pas un hasard s'ils perdent une moitié d'équipe et qu'ils arrivent quand même à avoir des résultats parce qu'ils ont un bon système pour recruter des joueurs, ils savent ce qu'ils font. Il y a très très peu de déchets dans leur mercato et ça c'est assez incroyable. C'est quoi? C'est le scouting comme on dit? C'est du scouting, c'est voilà, une super application qui a fait la fortune en fait du propriétaire qui est aussi propriétaire de Brighton et dont le nom m'échappe. Oui. Mais voilà, et à Anderlecht, ça a tâtonné un peu avec la reprise de Mark Cook pendant un petit temps, mais maintenant ils ont bien fait les choses, ils ont pris un peu le temps, ils ont investi aussi de l'argent pour revenir plus vite au top. Et voilà, il n'y a pas de raison que les deux clubs descendent d'un coup de leur piédestal. Ouais, Union Anderlecht, c'est donc un mercato qu'on va pouvoir voir pendant peut-être encore quelques saisons, M. Joanneau? Oui, c'est fort probable. En tout cas, pour Anderlecht, c'est vrai qu'ils ont misé sur la stabilité alors qu'ils sortaient d'une saison qui était catastrophique. Ils ont bien fait, surtout qu'ils ont un management qui est assez particulier parce qu'on sait que Fred Berg, qui est le directeur sportif, prend beaucoup de place et qui prend des décisions vraiment collégiales avec Rimmer, ce qui est très très rare en Europe et ça fonctionne bien. Donc effectivement, je pense qu'ils vont miser sur la continuité les deux clubs, donc c'est plutôt une bonne chose pour le foot bruxellois. Ouais, là, il y a une petite pause parce qu'il y a des matchs internationaux qui vont jouer. Qui a le plus à gagner de cette pause? Qui a le plus besoin, la possibilité de se reposer? Anderlecht ou l'Union? Je crois peut-être que c'est l'Union. J'ai pas trop regardé s'ils avaient tellement de joueurs qui étaient repris. Ouais. Mais à Anderlecht, il y en a pas mal, ouais. Notamment les 4 Danois ouais. qui sont titulaires, qui partent avec le Danemark. De base, Vertonghen avec les Diables, ouais. Quelques-uns avec les Espoirs. Il y a beaucoup d'éléments titulaires à Anderlecht qui sont un peu aux 4 coins de l'Europe. L'Union va pouvoir mieux recharger ses batteries. Ouais, à voir maintenant si... honnêtement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens repris. Ouais. Le public, ça joue un rôle dans la dernière ligne droite? Ça me semble évident. Le public unioniste s'est montré toujours un peu fidèle à son équipe, même si là, s'il repère le titre encore, je me demande comment ça va se passer dans les tribunes, même si a priori ça devrait aller. Hein. Mais je crois qu'à Anderlecht, on est surtout très très content d'être là. On sait que c'est un public exigeant quand même à Anderlecht. Et puis il y a eu quelques saisons un peu ratées ces derniers temps. Exactement. Donc là, ils reviennent au top. Oui, voilà, ils reviennent au top. Après, l'ambition, elle est claire pour les deux clubs, c'est être champion. Merci Gilles Joanneau du service des sports de BX1 et Guillaume Ratz de Rossel, donc la capitale et le soir notamment. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur cette fin de première phase du championnat de football de division 1A. Demain, on parlera de temps de travail. Est-ce que la semaine de 4 jours payée 5 peut être réaliste? Quels seraient ses avantages? On en parlera avec Delphine Houba, elle est échevine à la ville de Bruxelles. Elle a écrit un livre sur la question. Et Bruno van der Linden, qui est professeur émérite d'économie de l'UC Louvain. Puis je vous retrouve aussi évidemment demain à 7h pour notre matinale Bonjour Bruxelles. Continuez à bien vous informer et à demain.